Bonjour à celles et ceux d'entre vous que je n'aurais pas encore vus aujourd'hui. Je vais vous présenter un retour d'expérience sur le produit sur lequel je travaille en ce moment, qui s'appelle la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Alors, je m'appelle Marc Gavagnier, je suis ingénieur logiciel indépendant et donc j'ai le poste de lead développeur sur la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Accessoirement, je suis aussi à l'association Hack Your Job, donc si vous voulez en savoir plus sur est-ce que le freelance est fait pour vous et comment ça marche un petit peu tout ça, vous pouvez venir me voir à l'issue de la présentation. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, j'accepte tout le monde. Quelques mots sur la session, donc les interruptions sont bienvenues. Si vous voulez clarifier quelque chose ou apporter quelque chose, n'hésitez pas à lever la main, j'essaierai de vous voir. Si je ne vous vois pas, manifestez-vous de manière plus insistante. Les feedbacks sont les bienvenus, c'est pas exclu que je rejoue cette présentation à d'autres événements, donc je suis preneur pour m'améliorer d'ici la prochaine fois. Donc si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas. Et enfin, vous retrouverez le lien du diaporama à la fin de la présentation. Maintenant, je vais vous parler de là où je travaille. Je travaille dans un écosystème qui s'appelle Betagouv. Et à Betagouv, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de créer des services publics avec un impact maximal. Donc on est une entité qui évolue au sein de l'État, plus précisément de la DINUM, et on essaye de voir comment on peut intégrer des pratiques d'amélioration continue et de construction à partir des utilisateurs dans les services et les ministères de l'État. Pour ça, en fait, on va essayer de se concentrer sur une première version sur laquelle on va itérer et apporter des évolutions assez fréquemment. Et donc, on va éviter d'attendre que tout soit fini, qu'on soit fier de nous avant de mettre en ligne. En fait, on met quelque chose de plus rapidement en ligne. Pas grave, c'est pas parfait. L'idéal, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit entre les mains des usagers et qu'on itère à partir de ça. Ensuite, on donne la priorité aux besoins d'utilisateurs, c'est-à-dire que ce phénomène d'itération courte et de mise en production courte va nous permettre de récolter des retours qu'on va pouvoir mettre en avant dans les prochaines versions et les prochaines évolutions du produit. Et aussi, on va essayer de mesurer et suivre l'impact qu'on a auprès des usagers et des services sur lesquels on itère, plutôt que de déterminer un cahier des charges avec une roadmap sur 5 ans et de s'apercevoir au bout de 5 ans que ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Et donc, quel problème résout Betagouv? En fait, pourquoi Betagouv existe? C'est pour éviter ça, en fait, justement. C'est pour éviter de faire appel à une ESN, de lui donner 20 millions d'euros pour qu'il développe un logiciel qui sera une révolution dans l'administration, et qu'une fois qu'on met en production, s'il fonctionne, il peut ne pas fonctionner, mais s'il fonctionne, peut-être que ça ne répond même pas aux besoins du terrain. Ça, on essaye d'éviter ça en inversant la construction et les étapes de construction des produits. Maintenant que je vous ai parlé dans quel contexte j'évolue, ça va vous donner quelques clés pour savoir quel choix on a fait à certains moments. Je vais vous parler du contexte du produit sur lequel je travaille. Donc 13 millions, ça c'est le chiffre de Français qui sont éloignés du numérique. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où les administrations publiques ferment les portes plutôt qu'elles ouvrent des antennes partout en France. Et donc ça, pour beaucoup de Français, c'est pas trop un souci parce qu'il suffit d'aller sur Internet et en vrai, Internet c'est cool, donc du coup ça va plus vite, on n'attend pas au guichet, c'est mieux. Sauf pour 13 millions de Français qui, eux, galèrent complètement avec le numérique, sont complètement déconnectés de tout ça et du coup, arrivent à ne plus du tout avoir accès à leurs droits et donc sont complètement laissés à l'écart. Donc moi, mon but, c'est d'aider, de voir comment je peux aider ces personnes-là à réintégrer les droits auxquels ils peuvent bénéficier. Et donc pour ça, en fait, on construit un produit qui s'appelle la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Et comme c'est des personnes qui sont éloignées du numérique, leur dire d'aller sur un site internet, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer un service pour les personnes qui vont orienter les publics. Donc ça peut être les travailleurs sociaux notamment, dont le rôle, ça va être une fois qu'ils sont en face d'un usager qui décèle qu'il y a une difficulté face au numérique et que eux, c'est pas leur rôle de résoudre et d'aider ces personnes, ils vont pouvoir les réorienter vers quelqu'un qui est expert des sujets d'aide pour les personnes en difficulté avec le numérique, à monter en compétences ou, s'ils sont habilités, faire les démarches à leur place pour qu'ils puissent accéder à leurs droits ou déclarer les choses qu'ils ont à déclarer et tout ça.
Je vais vous parler un petit peu de notre équipe. Donc, on n'est pas une grosse équipe, même si pour l'écosystème Betagouv, on est très nombreux, vous allez voir. Donc, on est une chargée de support à mi-temps, un UI UX designer, un chargé de produit et des développeurs. Donc, ça, c'est une équipe de folie à Betagouv. On est très, très chanceux d'avoir tout ça. Et nos utilisateurs, donc il y a les coordinateurs des hubs. Alors, je vais vous donner un petit peu de vocabulaire parce que comme ça, je sais qu'après, je peux en parler comme je veux dans la suite, je suis tranquille. Donc les coordinateurs des hubs, en fait, les hubs sont des organismes régionaux qui sont en charge de animer l'offre de médiation numérique, donc la rendre visible à l'échelle d'une région. Il y a les travailleurs sociaux, je viens de vous en parler, donc c'est ceux qui vont réorienter les publics. Et il y a les chefs de projet numérique dans les collectivités territoriales, donc c'est un petit peu comme les coordinateurs des hubs, mais à une échelle plus locale, où ils vont vraiment être en contact avec le terrain et les personnes qui vont opérer le travail de médiation numérique auprès des Français qui en ont besoin. Pour l'essentiel de la présentation, dans ce retour d'expérience, je vais vous présenter les étapes de construction et à chaque fois, quels sont les choix qu'on a faits pour éviter de coder un back-end. Donc la première étape, en fait, c'était de mettre en ligne quelque chose. On voulait mettre en ligne rapidement. Et donc, on a fait une première version qu'on a pu mettre en ligne en 2 semaines. Et pour ça, en fait, on a regardé ce qui existait déjà. Et on a vu qu'il y avait un produit qui s'appelle Résine. Donc, Résine, c'est Cocorico, enfin plutôt Roire de Lyon. C'est la plateforme de l'inclusion à Lyon qui fait exactement ce qu'on veut faire, mais à l'échelle lyonnaise, en fait. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est, en fait, on dit, c'est cool ce que vous faites. On prend ça, on le met à l'échelle nationale et on a une première version de notre produit. Donc leur produit open source, donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait TokTok, ou même pas TokTok, on a fait Git Clone et c'est bon, on avait quelque chose en ligne. On a juste enlevé tout ce qui nous intéressait pas, comme les blogs et tout ce qu'ils avaient pu développer par ailleurs qui nous intéressait pas. Nous, on avait juste une cartographie avec des points. Dans un premier temps, on n'avait que les points de la métropole de Lyon, mais c'est pas grave, on avait un truc en ligne. Tant pis, c'est que Lyon, au moins on a un truc en ligne. Et ces données initiales, en fait, donc qui étaient que la métropole de Lyon, ça c'est la première évolution qu'on a faite sur cette base-là, c'est dire, nous, on a accès à un jeu de données qui est assez large, qui est le jeu de données des conseillers numériques. Donc les conseillers numériques France Service, c'est 4000 conseillers qui sont répartis sur tout le territoire national. Donc on a récupéré ce JSON-là, on l'a trituré dans tous les sens pour que ça corresponde au modèle de données qui était imposé par l'outil qu'on a cloné. Et hop, on avait 4000 points en ligne sur toute la France. Et ça, donc, c'était l'essentiel du travail, en fait, c'était de prendre un JSON, de le modifier. On a mis tout ça avec le code directement dans le repo, git push, et hop, ça en ligne. Et donc ça, voilà, tout ça, ça prend 2 semaines. L'essentiel était de faire correspondre un schéma JSON. Ensuite, voilà, ça ne suffisait pas d'afficher des points sur une cartographie parce qu'on nous a demandé des fonctionnalités. Zut. On nous a demandé de pouvoir, c'est ce que je disais au départ, donc orienter un bénéficiaire vers la structure qui lui correspond. En fait, ça prend la forme d'un formulaire et sur lequel voilà, on va remplir ce formulaire et derrière, on a les structures qui correspondent en fait aux contraintes qui ont été émises dans le formulaire. Donc moi, le cerveau primaire de développeur back me dit j'ai besoin d'une API pour filtrer mes données côté back, je fais mon filtre sur ma base de données, je récupère mes données, j'envoie ça à mon front et hop, j'ai les lieux qui correspondent au filtre. Et comme on avait déjà un fichier de JSON, on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas, voilà, on va tenter le coup, on fait le filtre dans un premier temps côté front, et au pire, si vraiment c'est horrible, on le déportera côté back, mais voilà, on va faire le choix de le faire côté front. Et voilà, donc on a fait notre outil d'orientation, notre formulaire qui permet de filtrer parmi au départ donc les conseillers numériques, et voilà, pour l'instant ça fonctionnait bien, pas de soucis de perf qu'on avait imaginé, donc on s'est dit allez, on part là-dessus, on va continuer là-dessus. Oui. Ouais, j'anticipe la question. Le fichier JSON, je le télécharge, je le charge en RAM côté front, je le file côté front, et à chaque fois qu'on modifie, qu'on clique sur un bouton dans le formulaire, je vais tout refiltrer. Effectivement, c'est ça qu'on a fait. Ok, il faisait quel poids? Alors, j'en parle à la fin, mais je me rappelle plus à l'époque. Mais à l'époque, c'était pas trop lourd. Mais maintenant, ouais, c'est un des trucs, je vais en parler à la fin, pas de souci. Alors, donc j'ai parlé de ce fichier JSON qu'on a transformé pour le mettre en correspondance avec ce qui était imposé par le produit Résine qu'on a forqué. Le problème, c'est que c'est eux qui avaient défini c'est pas un problème, c'est qu'ils avaient défini le schéma de données qu'ils avaient eu envie de définir. Simplement, ça collait peut-être pas forcément avec l'ensemble de tous les schémas de données des lieux de médiation numérique qui existent partout en France. Et donc, en fait, on s'est intégré à un travail de
mise en conformité, on va dire, ou plutôt d'élaboration d'un standard des lieux de médiation numérique. Et en fait, ça répond à quelle problématique? C'est que toutes les données qu'on collecte, parce qu'on a les conseillers numériques, mais en fait, on a plein de jeux de données qu'on collecte, on doit les transformer et faire en sorte que ce soit affiché sur notre carte. Donc nous, ce qu'on s'était dit, on n'a qu'à proposer un endroit, les personnes viennent drag and drop leurs fichiers, ils nous le publient, et ensuite, nous, on doit les récupérer, les transformer. À l'époque, on ne sait pas comment, mais au final, il faut que ça s'affiche dans la carte. Et en fait, plutôt que de faire ça, on a choisi d'intégrer un standard, en fait, une initiative qui était lancée par la Mednum et Data Activist, donc qui sont Data Activist, un organisme qui est spécialisé dans les questions de normalisation de standards et de l'élaboration de schémas. Donc on a intégré ce groupe-là, et en fait on a tellement bien intégré qu'on est devenu membre du comité de pilotage pour en fait définir qu'est-ce que c'était qu'un lieu de médiation numérique. Alors nous on est des simples développeurs, on sait pas, on n'y connaît rien en lieu de médiation numérique. Ce qui était intéressant, c'était surtout de réunir tous les acteurs nationaux de la médiation numérique qui ont déjà collecté des données depuis des années, ils nous ont pas du tout attendu, et leur dire qu'est-ce que vous collectez, qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que vous avez des choix que vous regrettez, des données que vous collectez en trop, ou est-ce que des choses que vous regrettez de ne pas avoir collectées, avoir tout ce retour d'expérience, et à partir de ça, on a construit un schéma qui convenait à peu près à tout le monde. C'est difficile de mettre tout le monde d'accord, mais le but c'était de convenir au maximum de personnes. Et le schéma, il est aujourd'hui public et vous pouvez le regarder sur cette URL. Et en fait, qu'est-ce que ça a eu comme effet positif de faire ça? Alors moi, j'ai pas codé, je suis juste allé dans des réunions où j'ai dit coucou, je suis développeur, je vais faire une cartographie et j'ai besoin de mettre en correspondance des données, donc pas de code, enfin, pas trop pour l'instant. Donc ça, on a été mis en avant auprès des parties prenantes. Pourquoi? Parce qu'on était le premier produit à vouloir intégrer ce schéma-là. Donc à chaque fois que les gens disaient oui, c'est important d'avoir un schéma parce que comme ça, vous pouvez être visible sur les produits. Par exemple, la cartographie nationale des médiations numériques. Et là, on était dans des... Voilà, le truc s'adressait à l'ensemble des acteurs de la médiation numérique. Donc en gros, les gens qui pourraient être intéressés pour figurer ou même pour intégrer notre cartographie sur leurs outils. Donc ça, c'est de la promo gratuite sans rien faire, juste assister à des réunions, c'est plutôt rentable. Ensuite, la détection de problèmes, le fait que j'anticipe le schéma et que je participe à son élaboration, ça me permet de détecter d'éventuels soucis et de proposer des corrections, des correctifs et des améliorations. Là où si jamais on était venu me voir 6 mois plus tard, une fois que j'avais bien avancé mon produit, qu'on dit au fait, il y a un standard maintenant, tu dois migrer là-dessus et qu'il n'y a rien qui correspond, que j'ai pas testé avant et qu'il y a rien qui marche, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc le fait d'être en amont, ça me permet aussi d'influencer un petit peu dans le sens qui m'arrange, mais qui arrange. En fait, il y avait des choses qui étaient assez évidentes d'un point de vue métier que j'ai pu détecter à ce moment-là. Et aussi, alors ça, c'est les trucs auxquels on s'attendait moins, c'est que le schéma, en fait, il est publié sur un outil qui s'appelle schéma.data.gouv.fr. Et moi, j'y connais rien enfin, je connais les schémas de données, mais j'y connais rien en élaboration et en maîtrise publique de comment ça se passe, les schémas de données. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'à partir du moment où un schéma était publié, on avait automatiquement un tableur et un formulaire de saisie qui était généré, qui permettait de saisir des données au standard, et un outil de validation qui permet, par rapport au JSON schema qui avait été défini, de valider un fichier. Donc voilà, des tas de fonctionnalités qui viennent gratos. J'ai rien codé de tout ça. C'est très très bien, ça marche nickel et j'en bénéficie sans rien avoir fait. Et enfin, j'en ai parlé, j'ai anticipé l'outil de vérification des standards. Mais à ce moment-là, on m'a dit c'est super, on peut faire valider ces données, tout ça, mais au final, comment j'arrive sur ma cartographie? Comment j'affiche un nouveau point, quoi? Je suis une structure, je ne suis pas sur votre carte aujourd'hui, comment je fais? Donc là, on s'est dit, game over. Là, on va être obligé de faire un formulaire des lieux de médiation numérique, de faire une base de données, de récupérer les points par le formulaire et puis les mettre dans la base de données et mettre à jour comme ça. Eh ben non, même pas. Même pas, parce qu'à ce moment-là, on a découvert Dora qui faisait aussi leur schéma de données. Et en fait, Dora, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le schéma de données, mais de l'ensemble des acteurs de l'inclusion. En fait, ils référencent tous les acteurs de l'inclusion. Et la médiation numérique étant un des sous-domaines de l'inclusion, peut-être qu'on a des choses à faire ensemble. Et on dit, ouais, super, vous avez vu tous les acteurs de l'inclusion numérique et ils ont convenu à ce schéma. OK, on l'intègre à notre standard. Et vous faites quoi, Dora? Nous, on fait un formulaire pour référencer l'ensemble des lieux d'inclusion.
Ok, donc vous nous référencez aussi en fait. Bah oui, bien sûr. Bon, bah super, on fait comme ça. Et donc maintenant, on dit à tout le monde, tous ceux qui veulent se référencer sur la cartographie, en fait, d'aller remplir le formulaire Dora. Nos deux jeux de données sont compatibles. Tout ce qui est inscrit dans Dora, donc qui est un autre outil, c'est pas du tout nous qui l'administrons. En fait, ça arrive au final dans la cartographie. Mais le formulaire était un peu trop complexe. On a fait des tests utilisateurs avec nos utilisateurs. Ils nous disaient, ouais, mais le problème de Dora, c'est bien, mais ça référence l'ensemble de l'œuvre de l'inclusion. Nous, on fait vraiment de la médiation numérique. Ils nous demandent plein de trucs, on n'en a pas besoin. Eh ben, pas de souci. On a fait une contribution open source. Dora, c'est aussi un produit de l'écosystème bêta. Tout ce qui est de l'écosystème bêta, par défaut, c'est open source. On allait sur leur code et on leur dit, bon, bah, voilà, on vous propose de faire via une pull request, un formulaire alternatif. Quand je choisis la thématique numérique, ben, j'ai un formulaire réduit qui correspond au standard des lieux de médiation numérique qu'on avait fait plus tôt. Ils ont dit OK, ça c'est cool. Et ça a eu plein d'effets positifs. C'est qu'ils ont eu une fonctionnalité supplémentaire. Alors ça peut être un peu compliqué, un peu chiant d'avoir des fonctionnalités supplémentaires parce que derrière, il faut les maintenir. Mais en attendant, c'était dans leur roadmap et ils disaient bah oui, mais nous, on n'a pas le temps de le faire maintenant parce que nos développeurs sont des sujets prioritaires. Bah, nous, on a avancé un sujet qui était moins prioritaire pour eux, mais plus prioritaire pour nous. Et donc, du coup, c'est gagnant pour les deux. On récupère toute l'expertise de Dora dans le maintien à jour des données, parce que derrière ces données, une fois qu'elles sont remplies, il faut faire des mails de relance, des campagnes, appeler les gens pour leur dire au fait, vous n'avez pas mis à jour vos données. Ce travail, ils le faisaient déjà depuis avant qu'on arrive, donc ça c'est fait, pas besoin de le développer. On a fait un effort de notre côté pour rendre visible notre cartographie auprès des acteurs sur le terrain, mais Dora, eux aussi, ils font cet effort pour que les gens remplissent leur formulaire. Donc en fait, tous les gens de la médiation numérique qui convertissent qui mettent leurs données dans Dora, bah, au final, ça nous bénéficie à nous parce qu'ils arrivent dans notre cartographie. Donc en fait, tout ce qu'ils font en termes de business développement de leur côté, c'est bénéfique pour nous et ils sont beaucoup plus nombreux, donc tant mieux. Et ensuite, les futures fonctionnalités, elles bénéficient aussi à nos utilisateurs. Notamment, il y a un sujet qui nous posait problème, c'est que Dora, on pouvait saisir les lieux. Mais nous, ce qu'on nous demandait, c'était, voilà, moi, je suis responsable de département et les structures, elles ne saisissent pas leur lieu. En fait, votre formulaire, elles n'en ont absolument rien à faire. Elles ne veulent pas le remplir, ça leur prend du temps. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir leur prendre la main sur l'outil. C'est l'outil que j'ai actuellement. Je peux prendre la main et mettre mes données à moi, faire la mise à jour à leur place. Et en fait, nous, on se dit, ah ouais, mince, la Dora, ça colle plus, on ne peut pas faire ça. Donc, du coup, on va être obligé de refaire notre propre Dora à côté pour donner la main aux responsables départementaux pour qu'ils puissent remplir leurs données. Zut. Et en fait, ce qu'on ne s'est pas aperçu, parce qu'on avait manqué de communication avec Dora, c'est qu'en fait, ils l'avaient déjà développé. C'était en prod dans 2 semaines. Et voilà, donc en fait, un truc encore qu'on voulait vraiment développer, qui était vraiment un pain pour nous, ça, en fait, c'était déjà fait en sous-marin, c'était déjà quasiment en prod, alors qu'on commençait seulement à y réfléchir. Donc ça, c'est super cool. Et puis enfin, le dites-le nous une fois, alors là, c'est notre fierté absolue, c'est qu'on n'a pas créé un nouveau formulaire administratif. On trouve tout ça très très compliqué de devoir remplir tout le temps les mêmes informations dans plein de formulaires, alors qu'on dit, je l'ai déjà dit hier, vous pouvez juste interroger la base de données, les informations que j'ai rentrées hier, vous pouvez les récupérer, vous avez 36 moyens de les récupérer. Nous, on n'a pas fait ce formulaire, justement, on récupère ça via un autre formulaire, on est très fiers de ne pas avoir fait un formulaire de plus. Ensuite, donc là, il y a donc je peux inscrire une structure à faire un nouveau point sur la carte. Mais ce qu'on nous a dit aussi, c'est que moi, ça fait des années que je gère de la médiation numérique sur mon territoire. Je le faisais avant votre carte, avant vos formulaires. Moi, j'ai déjà mon outil, j'ai déjà plein de lieux. J'ai pas envie de tous les recopier un par un dans votre formulaire Dora ou je sais pas, c'est trop compliqué pour vous. Je veux pas entendre parler de votre carto. Et en fait, on dit non, ce que vous pouvez faire, c'est juste nous donner vos données et nous, on va se charger de les agréger. Mais là, comment on fait pour agréger un ensemble de données alors qu'on n'a pas de base, en fait on a juste un fichier dans un export CSV qui a plein de données et on veut l'ajouter à la carto et fusionner tous ces fichiers. Et en fait, là, on ne pouvait pas. Encore une fois, on s'est dit, zut, on va devoir créer une API. Et non, même pas. Parce qu'on a discuté avec Data Inclusion.
Data Inclusion, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très très proches de Dora. En fait, ils font l'API de l'inclusion. En gros, tout ce qui est dans Dora et ailleurs, ils le prennent. Donc, tout ce qui correspond au domaine de l'inclusion, ils l'agrègent et ils le mettent dans une API. Nous, on est de la médiation numérique, on est de l'inclusion. On leur a dit, est-ce que vous voulez des camions de données? Ils ont dit oui, et on en veut même plus. Et donc, du coup, on leur dit, bon, bah, super, on vous donne tous les fichiers qu'on collecte, on vous les envoie, vous fusionnez tout ça. Et nous, en fait, ce qu'on va afficher dans la cartographie, c'est le retour de votre API. Le souci, c'est que leur API, elle ne respecte pas du tout le standard des données des lieux de médiation numérique sur lequel on s'est basé depuis le début. Et donc, du coup, on ne peut pas faire ça. Mais c'est pas grave parce que on va utiliser un script, on va développer un script de conversion entre nos deux schémas. Et là, voilà, ça c'est ce qui peut ressembler le plus chez nous à un bac. C'est un script de conversion dans les deux sens. Ça récupère les données de leur API. Ça convertit dans le schéma des lieux de médiation numérique. Et nous, de notre côté, on publie des lieux de médiation numérique et on les convertit dans le schéma de l'inclusion et ils peuvent l'intégrer à leur API. Et voilà, le chemin, il est fait, c'est bon, on peut récupérer les données, les afficher sur la carto, ça marche. Les effets positifs de ça, c'est que on a encore une fois, comme avec Dora, importé notre expertise en matière de schéma des lieux de médiation numérique. C'est-à-dire que nous, on sait très très bien comment on définit des lieux de médiation numérique parce qu'on a demandé à tous ceux qui géraient ça comment on le faisait. On est le plus gros fournisseur des données de lieux de médiation numérique parce qu'on agrège tout et on leur donne. Donc, on a vraiment vocation à en avoir le maximum possible. Ils nous font le dédoublonnage des données. Ah, ça, c'est un peu chiant parce que quand vous avez plusieurs échelles, une échelle locale, départementale et régionale qui saisissent 3 fois le même point, et ben, du coup, ça apparaît 3 fois sur la carte. Et donc, eux, ils sont en capacité avec un système en se basant sur le SIRET, de les dédoublonner. Et donc, ils nous font ce travail-là. Pas besoin d'y réfléchir. C'est très bien. J'ai autre chose à faire. Et ils nous produisent aussi, alors ça, c'est le bonus, un outil de sirétisation semi-automatique parce qu'il y a quelque chose qui est très chiant à récupérer, c'est les SIRET. Les gens détestent les SIRET, remplir des SIRET dans les formulaires. Moi aussi, je fais partie de cette catégorie-là qui déteste remplir son SIRET dans un formulaire. Et donc, les jeux de données qu'on récupère n'ont pas les SIRET. Et donc, pour dédoublonner, vu qu'ils se basent sur le SIRET, c'est très compliqué. Et donc, ils ont développé un outil de sirétisation semi-automatique qui nous permet de trouver les SIRET qui sont manquants et qui sont importants pour nous aussi. Donc ça, pareil, un truc que j'ai pas eu à développer, qui est un peu chiant à développer et que je suis très content d'utiliser aujourd'hui. Mais tout ça, ça ne dit pas comment, au final, j'affiche les données, en fait. Depuis tout à l'heure, j'ai expliqué un petit peu le chemin de la donnée, mais au final, concrètement, c'est quoi le endpoint qui fait que j'affiche les trucs dans ma carte, quoi? Eh ben en fait, c'est pas nous qui exposons nos données via une API, pas du tout. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que toutes les données qu'on va récupérer, on les convertit avec notre petit script dans le schéma de données des lieux de médiation numérique et on les publie sur une super plateforme qui s'appelle DataGouv. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je vous invite, même en tant que citoyen, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a sur DataGouv parce qu'il y a plein de trucs super, en fait. Donc, allez-y, c'est gratuit, c'est super. Donc nous, en tout cas, on publie tout sur DataGouv et Data Inclusion, il récupère tout sur DataGouv aussi, il transforme et en fait, on a une CLI qui permet d'automatiser la transformation et la publication sur DataGouv. Donc c'est même fait pas par nous, c'est GitHub CI toutes les nuits à 4h du matin qui récupère l'ensemble des données de la veille et qui publie tout. Donc on est synchronisé quotidiennement, tout ce qu'on publie, c'est à jour sur DataGouv. Et donc, c'est quoi les avantages de faire ça? Les avantages, c'est que par construction, nos données, elles sont en open data. Donc ça, c'est un enjeu qui est assez intéressant, même en termes de citoyens, mais en termes de l'administration, où on leur demande de plus en plus d'ouvrir leurs données. Donc nous, le fait de travailler avec nous, c'est garantir que les données sont ouvertes par construction. En fait, aussi, DataGouv, c'est venu vraiment notre Google Drive avec Data Inclusion, parce que, comme je l'ai dit, nous, on publie tout là-dessus, ils nous republient tout là-dessus. C'est notre Google Drive, DataGouv. On a aussi, oui, alors ça c'est une des particularités de DataGouv, c'est qu'on a des informations à propos de l'intérêt que suscitent nos données, c'est-à-dire que les données qui sont publiées sur DataGouv, il y a un petit, on va pouvoir, par exemple, les mettre en favori. On va pouvoir inscrire une réutilisation. C'est-à-dire que si, pour une autre application, j'ai besoin d'utiliser les données des lieux de médiation numérique, je vais pouvoir déclarer que je les réutilise et mettre ça en avant sur mon jeu de données à moi. Et comme ça, moi, derrière, en tant que producteur de données, je vais pouvoir voir qui est-ce qui les réutilise, qu'est-ce qu'ils en font, discuter avec eux, et peut-être que ça peut créer des synergies, tout ça. Alors que si j'avais juste exposé une API pour avoir ce retour-là de concrètement qui utilise
j'utilise mes données, de quelle manière, qui ça intéresse, tout ça, c'est un peu compliqué juste quand il y a un endpoint qui traîne dans la nature, quoi. Et enfin, ça me permet aussi de faciliter l'intégration en marque blanche. Pourquoi? Parce que comment ça marche, DataGouv? DataGouv, quand je vais publier un fichier, donc je peux publier n'importe quel type de fichier. En l'occurrence, ce que je publie, c'est du CSV et du JSON. Et en fait, pour chaque fichier publié, DataGouv va générer deux URL. Donc, il y a une URL qui dépend du nom du fichier. Il y a une autre URL, ce qui s'appelle l'URL stable, qui dépend de ce qu'ils appellent une ressource. Donc, une ressource, c'est un endroit où publier le fichier. Donc en gros, si je résume, j'ai un fichier JSON que je peux publier sur DataGouv. DataGouv va me générer une URL stable. OK. Donc j'ai une URL stable qui me donne du JSON. Donc j'ai une API, quoi. Donc du coup, je copie-colle cette URL stable, je la mets dans ma cartographie et pouf, j'ai du JSON. Ça y est, j'ai mon API. Donc mon API, en fait, c'est DataGouv. Je vais faire une petite démo d'utilisation de ça pour voir un petit peu comment ça fonctionne concrètement. Donc je vais sur le repo GitHub. Je vais sur ce magnifique site qui s'appelle W3School, qu'on adore tous. Et alors, je ne vais pas vous faire le pas à pas parce que c'est vraiment très détaillé pour quelqu'un justement qui aurait juste des bases en HTML, qui est au fin fond d'une communauté d'agglomération et qui voudrait mettre en avant sur le site l'offre de médiation numérique. En fait, je copie-colle ça, hop, je run et magie, j'ai la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Le problème, c'est que nous, on est en Rhône-Alpes et ce qui nous intéresse, c'est que les données de Rhône-Alpes. Et là, j'ai toutes les données nationales. Et ben pour ça, il me suffit que j'aille sur Data. Alors, je vais peut-être utiliser mes propres liens que je me suis mis pour moi-même, c'est-à-dire ça. Donc, je vais sur oula, oui, je vais peut-être mettre du JavaScript ici. Hop. Donc, je vais sur l'organisation de la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Et là, on retrouve l'ensemble des jeux de données qu'on transforme et qu'on publie. Et donc, par exemple, je vais prendre Inora. Donc, Inora, c'est le hub régional de la région Rhône-Alpes. Donc là, je vois, donc ça, c'est des trucs de data inclusion. Ça me concerne, moi, la version JSON. Je vais voir les métadonnées. Et donc là, je vois cette fameuse URL stable. On peut voir un petit peu ce que ça donne. Hop, c'est du JSON. Ça ressemble à une API. Ah oui, ça me télécharge le fichier. Mais ça ressemble à du JSON en tout cas. Donc, on va essayer de mettre ça en source de mon web component. Donc ça, c'est des web components techniquement. Donc je peux juste mettre un argument source, je mets mon URL, je recharge, et voilà. Bon, ils sont allés un petit peu loin dans leur référencement, mais en gros, j'ai les données en Rhône-Alpes. Donc voilà, et nous, ça c'est un enjeu assez important parce que nous, on propose aux acteurs régionaux et départementaux et territoriaux, ça peut être même une métropole, de référencer leur offre et de la rendre visible. Et donc du coup, s'ils nous donnent leurs données qu'ils ont réussi à collecter, ils peuvent l'intégrer très facilement dans un outil. Et s'ils n'ont pas encore collecté de données, donc actuellement, on ne peut pas filtrer via API, mais on peut très bien faire juste un extract quotidien de l'ensemble des données nationales juste pour une région ou pour un département, publier ça sur DataGouv, ils l'intègrent sur leur site et ça marche. Alors, je vais revenir un petit peu sur la présentation et je vais résumer un petit peu tout le chemin qu'on a parcouru. Donc, d'abord, on a mis une première version du site en ligne où on avait juste un fichier de JSON avec les données de Lyon qu'on a amélioré pour avoir les données nationales avec le jeu de données CNFS. On a créé un cadre pour permettre d'harmoniser le référencement en utilisant le schéma de données des lieux de médiation numérique. On propose Dora aux acteurs pour qu'ils puissent rentrer leurs données via des formulaires qu'on va récupérer nous. Et pour le récupérer, on utilise Data Inclusion. On va aussi de notre côté collecter et transformer les lieux de médiation numérique qu'on va aussi donner à Data Inclusion. Data Inclusion fournit les données sur DataGouv, on les récupère, on les transforme et pouf, ça s'affiche dans la cartographie. Voilà notre backend. Quelques limitations. Alors, on en a parlé de ça. Alors, je vais peut-être repasser juste en mode présentation. Hop. Il veut pas. Voilà. Donc, c'est le souci de performance. Donc, le fichier actuellement qui a presque 18 000 lieux, enfin 17 234, plutôt 17 000, il pèse 1,62 mégaoctets en transfert et c'est 15 mégaoctets en RAM à traiter. Donc, effectivement, c'est une échelle où... Alors,
avec les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, enfin les terminaux qu'on a aujourd'hui à notre disposition, c'est pas insurmontable, mais on commence à devoir faire attention à la performance. Typiquement, un exemple que je peux vous donner, c'est sur le calcul des horaires d'ouverture. Donc on utilise un format OSM pour représenter les horaires et on va calculer est-ce que le lieu est ouvert maintenant ou pas. Ça, c'est quelque chose qui prend un peu de temps et au départ, je m'embêtais pas, je le faisais pour tous les lieux. Enfin, j'avais juste une méthode de transformation qui allait vers mon code de présentation que j'affichais des données et j'avais mis dans ma transformation vers mes données de présentation, j'avais mis hop, tu me calcules les horaires de tout le monde. Et en fait, ça, à 17 000 structures, ça commence à piquer. Du coup, j'ai dû faire un développement pour pouvoir logiquement n'afficher que les horaires de ce que je présente sur la carte et donc réduire le compute qui était associé à ça. Donc voilà, on commence à avoir des petits enjeux où on ne peut pas trop faire n'importe quoi, où on doit commencer à faire attention à ce qu'on fait. Bon, après, est-ce que c'est la base et qu'on doit de base faire attention à ce qu'on fait? La question est ouverte. Avoir des partenaires sur lesquels on peut compter. Ça, c'est important parce que Dora aurait pu nous dire non, pas de contribution open source sur notre repo. Et là, hop, ça marchait pas du tout. Et pareil, non, pas de contribution sur le schéma de données ou le schéma de données qui prend une direction qu'on veut pas du tout. Et du coup, on peut pas s'en servir. Donc tout ça, c'est assez important d'avoir des super partenaires. Et si on fait ça, si on veut s'appuyer sur des gens, c'est important de pouvoir compter sur eux. On perd aussi partiellement la maîtrise de notre produit parce que les fonctionnalités qu'on va vouloir développer, elles vont être développées par d'autres sur d'autres produits qui vont prendre leur propre direction et qui ne va pas forcément nous convenir. Exemple, avec la gestion par département des formulaires sur Dora, ça c'est un truc, ça a pris cette direction-là, tant mieux. Si ça ne l'avait pas pris, pareil, on n'avait plus que nos yeux pour pleurer, quoi. Faut avoir plutôt une bonne architecture parce qu'à tout moment, on doit être capable de repasser sur une API. Si jamais on nous demande une fonctionnalité où là, vraiment, c'est game over, on n'a vraiment aucune alternative, il faut pouvoir le faire à tout moment. Donc ça, c'est important d'être capable de le faire. Et puis, c'est pas magique. Il faut toujours un peu de code. Quand je dis que j'ai pas de bac, c'est pas que j'ai pas de code. J'ai un petit peu, au moins, le code de transformation, qui peut d'ailleurs parfois être un peu velu quand il s'agit de transformer des textes au format libre en format OSM, sachant l'imagination que les gens ont en remplissant des formulaires, ça peut être un peu galère parfois. Et puis aussi, on a des problèmes d'intégration avec les... Enfin, pas des problèmes d'intégration, mais les problèmes qui vont survenir dans les produits qu'on intègre, ce seront nos problèmes, en fait. C'est-à-dire que nous, on va se récupérer l'intersection de tous les problèmes des autres. Exemple, DataGouv a été down pendant une demi-journée, effet domino, notre site était down pendant une demi-journée. Donc là aussi, c'est important d'avoir des partenaires qui ont des sites, des services au moins qui tiennent un petit peu la route. Je vous ai mis quelques références si vous voulez en savoir plus à propos de notre produit et de tous les produits dont je vous ai parlé. Et je vous remercie de votre attention. Et il me reste plein de temps pour des questions ou vous raconter d'autres anecdotes sur d'autres trucs. Il n'y a pas de questions? Si? Oui, du coup, j'aurais voulu savoir combien de temps il y avait entre le moment où vous avez commencé à peu près à planifier tout ça et ce qui est le fichier JSON sur DataGouv. Alors, le moment, alors là, on n'a rien planifié en fait. Ça s'est fait vraiment de manière itérative. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit là, on l'a pas prévu en fait. Et c'était sous quelle période de temps? C'est un an. C'est quasiment un an tout juste. Du coup, donc, quand vous avez un besoin qui se présente, Oui. Vous réunissez et vous dites qu'est-ce qui existe déjà dans notre écosystème sur lequel on pourrait se brancher pour résoudre ce problème sans avoir à le dev nous-mêmes, quoi. Exactement, ouais. Merci pour la présentation. Il y a eu combien d'heures de réunion du coup cumulées pour tout ça?
Bah, au final, on n'en fait pas tant que ça des réunions. Alors il y en a eu beaucoup au moment où on a établi le schéma des données, des lieux de médiation numérique, parce que c'était important qu'on parle avec, bah, les producteurs de données pour savoir, bah, quel était leur quotidien, parce qu'on allait, s'intégrer à ça. Donc ça, c'était assez important, mais c'était surtout au début de la création du produit et ensuite après, on a souvent des réunions, avec bah, nos futurs utilisateurs, donc beaucoup les départements pour récupérer leurs données. Donc on leur explique notre, démarche. Alors parfois, ça arrive qu'ils soient intéressés par la cartographie. Parfois, ça arrive qu'ils disent que bah, la cartographie, ils ont déjà leurs outils en interne. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils sont unanimement convaincus par la démarche Open Data. Et même s'ils trouvent que notre cartographie, bah, ce n'est pas un outil qui est utile pour eux à leur échelle locale, ils disent bah, on vous envoie les données parce que c'est important pour eux de contribuer à un référentiel national. Donc voilà les réunions qu'on a. Aujourd'hui, c'est pour récupérer des données et parler de notre démarche d'uniformisation d'uniformisation des données des lieux de médiation numérique. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, tu l'as peut-être dit au début, qui est le client ou le sponsor de cette initiative? Ah oui, pas parler, zut. C'est l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Donc voilà, comme son nom l'indique, une agence qui va œuvrer, donc qui fait partie du ministère de la Transformation publique et qui va œuvrer pour la cohésion entre voilà, l'État qui est monocentré sur Paris et tout ce qui se passe ailleurs en France. Voilà, donc pour un petit peu coordonner les initiatives entre ce qui se passe localement et de manière nationale, typiquement comme par exemple collecter les données avec le même schéma, par exemple. Tu disais que tu commençais à avoir des problématiques de performance potentiellement Oui. avec beaucoup de données. Du coup, tu penses que ce modèle-là, il peut encore perdurer pendant des années, plus des mois, ou est-ce que vous commencez déjà à réfléchir à avoir une porte de sortie si du jour au lendemain, finalement, vous pouvez plus gérer ce fichier? Et ben en fait, moi depuis le début, je veux faire une API en fait. Le secret, c'est que depuis le début, jour 1, je voulais faire une API. C'est juste, j'avais pas le temps. Mais aujourd'hui, je vois que ça commence à durer. Donc du coup, j'ai un petit peu calmé cette envie furieuse de faire une API pour gérer tout ça. Mais je peux pas répondre à ta question parce qu'en vrai, j'en sais rien du tout. C'est juste que si je dois aujourd'hui, demain, il y a un truc qui fait que je dois absolument mettre une API. Alors déjà, le demain, c'est compliqué parce que les données, alors on en a 17 000 aujourd'hui, mais elles vont pas passer à 20 000, 25 000 demain. Enfin, ça évolue, on le voit venir le truc. Le moment, il y a un moment quand même quand j'avais pas encore repéré ce souci d'horaire, ça coinçait beaucoup plus tôt la limite. Et donc du coup, justement, j'étais dans le cargo occulte de l'API en me disant voilà, je vais faire une API, ça va résoudre tous mes problèmes. Alors qu'en fait, c'était un bête calcul côté front que je faisais trop et que j'avais pas fait gaffe. Et donc en fait, le fait de corriger ça, ça a fait que ça a prolongé la durée de vie de l'API. Donc voilà, par rapport à mes propres croyances où je me trompe, je peux même pas répondre à ta question en fait. Mais force est de constater que ça fait au moins un an que ça dure et que c'est pas prévu dans les prochaines itérations de le faire, quoi. Qu'est-ce que vous avez ensuite sur la roadmap pour l'avenir? Alors, sur la roadmap, nous, ce qu'on voudrait faire, là, c'est vraiment récupérer encore beaucoup de jeux de données, donc contacter beaucoup de départements, d'acteurs même nationaux qui gèrent des labels pour qu'ils apparaissent sur notre cartographie. Donc vraiment plus des sujets de transformation de données. Donc on a automatisé le process de bout en bout. N'empêche que parfois les originalités des jeux de données font qu'on a des petites évolutions à faire sur notre outil de transformation. Et sinon, en termes de produits, là actuellement, très concrètement, je travaille sur un produit qui est parallèle à la cartographie nationale des lieux de médiation numérique. Donc pour le produit CNFS, des conseillers numériques France Service, on est très proche du dispositif conseiller numérique France Service. Et là, actuellement, ils ont un besoin de coordination pour savoir qui localement va coordonner des conseillers numériques sur le terrain. Et je travaille sur la cartographie qui permet d'afficher et de gérer les coordinateurs en ce moment. Mais du coup, qui est un produit un peu parallèle de la cartographie nationale. La cartographie nationale, là, avant de vouloir ajouter plein de fonctionnalités, ce qu'on voudrait déjà, c'est récolter plein de données et qu'elles soient publiées massivement localement, en fait, avant d'ajouter plein de features, quoi. Du coup, moi j'avais une question par rapport à ça, le fait que vous deviez
dans certains cas, faire de la transformation de données dans votre format pour pouvoir l'exporter et importer vice-versa. Est-ce que vous avez déjà pris, avant de prendre cette décision, le temps de comparer entre faire ça ou avoir une API développée par vous sur laquelle vous avez totalement la maîtrise? Qu'est-ce qui prend le plus de temps, ou simplement le fait que les données soient en open data et partagées, ça prenait le dessus sur cette problématique de temps et de productivité en fait? Ben, on n'a pas vraiment évalué le temps que ça nous prendrait de faire une API. C'est juste qu'on avait un fichier. De toute façon, on savait qu'on voulait les transformer. Donc, on a fait le script de transformation. Une fois qu'on avait notre fichier qui était transformé, on a dit bah, c'est quoi le moyen le plus simple de le récupérer? Bah, c'est de le publier sur DataGouv. Donc, on ne s'est même pas posé la question. En fait, ça s'est vraiment fait de petit à petit. On ne s'est pas posé la question d'évaluer combien de temps ça prendrait de faire une API. C'est juste on a un fichier JSON, on le publie, on le récupère, c'est fait. En fait, il n'y a pas besoin il y a même pas besoin de réfléchir, quoi. Le temps de le publier, de le récupérer, c'est plus rapide que de réfléchir à faire une API et d'évaluer combien de temps ça prend, quoi. Mais ce qui nous a pris du temps, c'était de faire l'automatisation de bout en bout. Mais ça, au final, c'est un travail ça s'est fait vraiment petit à petit, parce que par exemple, la version 0, c'est on redéveloppait un script de transformation par jeu de données. C'est-à-dire qu'on avait déjà un premier jeu de données, donc on a fait un script de transformation qui était spécifique à ce jeu de données-là. On en a eu un deuxième, on a dit on peut copier-coller des éléments et on en fait un deuxième. On a eu un troisième, on dit le copier-coller c'est bien, mais ça commence à être un peu relou. Donc du coup, on a essayé de fusionner des parties de script. On a eu un quatrième, on a encore plus fusionné, et au final, on a extrait totalement un outil qui nous permet de faire la transformation de bout en bout pour aujourd'hui 17 jeux de données. Et à chaque fois qu'on a des nouveaux jeux de données, en général, la problématique, c'est pas de est-ce qu'on a les moyens de le transformer ou pas, parce que notre outil, il est vraiment souple en matière de transformation. L'outil, c'est les données qu'on nous donne à la base, est-ce qu'elles ont les bonnes colonnes? Voilà, c'est plutôt ça notre problème actuellement. S'il n'y a pas la bonne colonne, on peut pas. Enfin, s'il n'y a pas du tout la colonne, s'il n'y a pas du tout l'info, on peut pas récupérer les trucs, quoi. C'est plutôt ça nos classes de problèmes, et plus des problèmes de transformation. Mais encore une fois, la construction de cet outil, il s'est fait de manière itérative, et si on avait fait une API, on aurait de toute façon eu besoin de faire cette transformation. Donc, on n'a rien perdu. Je dirais plutôt qu'on a gagné à juste ne pas ajouter une couche API en plus à ça, quoi. Tu disais que vous alliez peut-être avoir des problèmes de perf parce que vous étiez à 17 000. Oui. Est-ce que vous avez fait des projections pour savoir si le point de bascule c'était 25 000, 35 000, 50 000, 100 000, juste pour avoir une idée de à quel moment vous êtes proche de la bascule? Non, on n'a pas. On pourrait faire ce test-là par curiosité, mais on n'a pas jugé utile de le faire parce que de toute façon, le point de bascule, on le voit vraiment arriver. Pendant longtemps, je pensais que le point de bascule, il était autour de autour de 3 000, 4 000. Puis quand j'ai fait correctement les choses côté front, je me suis aperçu qu'en fait, c'était beaucoup plus loin. Et donc voilà, même si je faisais le truc aujourd'hui, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu, en fait, une petite optimisation, un truc où je peux gagner. J'ai juste pas encore remarqué. Quand bien même je le ferais, ça me donnerait une info par curiosité, mais je suis même pas sûr que ce soit déterminant pour le fait de devoir faire une API ou pas, parce que ça m'a montré par le passé que je me trompais en étant dans le cadre occulte de faire une API, quoi. Bonjour. Quand tu dis si mes fournisseurs de données ils tombent, nous Oui. aussi on tombe. Enfin, moi, si j'étais sur le projet. Et Ouais. du coup, en termes de résilience, il y a peut-être un sujet qui est dans votre roadmap. Est-ce que c'est le cas Alors pour l'instant non, parce qu'en fait le seul fournisseur de données pour lequel on dépend vraiment actuellement du point de vue des données, c'est DataGouv. Et DataGouv, alors ok, ils ont été down une demi-journée, donc c'est quand même un peu beaucoup en vrai, mais c'est la seule fois où il y a eu un souci. Et nous, en fait, il faut savoir qu'au tout début, le premier JSON qu'on avait publié, on l'avait pas publié sur DataGouv, il était directement traqué dans notre code. Et donc, il était publié sur notre S3, 99,99999% de uptime. Et donc, on était sûr de pouvoir le récupérer. Donc, au pire, si jamais ça devenait à se reproduire fréquemment et que ça devient un problème pour nous, la solution, on la sait, c'est que dans notre processus de publication, il y aura une étape en plus qui publiera vers un S3. Et nous, au lieu de s'alimenter directement sur DataGouv, on s'alimentera sur notre S3. Mais c'est du développement en plus qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que DataGouv est suffisamment stable pour pas qu'on ait besoin d'aller vers ça. Mais on pourrait le faire un peu quand on veut. Vous avez... Si le problème... Ok.
Merci pour la présentation. J'avais une question plus organisationnelle. Moi, j'ai vécu des contextes où on m'aurait jamais laissé faire ça, pour de mauvaises raisons probablement, parce que ça a l'air de bien marcher. Qu'est-ce qui fait que vous ayez eu Qu'est-ce qui fait d'un point de vue organisationnel qu'on vous ait laissé être autonome, avancer dans cette direction sans vous mettre des barrières, car tu as parlé de cargo culte, de faire une API, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est différent d'autres projets? On a une vision un peu lourde de l'administration française. Bon, c'est probablement faux hein, sur ce écrit. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a été différent dans ton contexte? Eh ben ouais, justement, tu l'as dit, c'est l'administration. Moi aussi, j'avais, avant de rentrer à Betagouv, cette image de truc lent, process à rallonge, truc horrible. Mais en fait, il faut savoir que Betagouv, c'est vraiment une zone particulière, une bulle vraiment particulière dans la machine étatique, où justement, ça offre la possibilité aux produits d'avoir cette autonomie. Voilà, il y a personne qui vient nous demander des comptes. À la limite, si on vient nous demander des comptes, c'est sur notre impact. C'est est-ce qu'on a de l'impact sur la mission qu'on est censé remplir. Et voilà, c'est tout ce qu'on vient nous demander. Après, le comment on le fait, ben, on est grand, on le fait, et puis si ça marche, tant mieux. Puis si on s'est trompé, ben, on essaie de faire mieux la prochaine fois. Alors, je répète la question. Est-ce qu'on a eu de l'impact? Est-ce que le produit est utilisé? Donc, aujourd'hui, le produit, alors oui, il est utilisé par le produit conseiller numérique France Service. Donc, aujourd'hui, notre cartographie, donc, comme vous l'avez vu, elle est installable assez facilement dans n'importe quel site web. Aujourd'hui, elle est sur le site des conseillers numériques. Et conseillers numériques, ben là, voilà, on sait qu'entre eux, ils utilisent énormément la cartographie pour s'envoyer les uns vers les autres. Donc, là-dessus, on a une forte utilisation. Après, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est pas être monoproduit et vraiment que à l'échelle départementale, régionale et locale, notre cartographie en fait prenne et soit utilisée par d'autres services. Donc l'échelle, notre enjeu là-dessus, c'est surtout un enjeu de déploiement sur plein d'autres services, quoi. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.